Bonjour, je m'appelle Anne et je suis une étudiante au doctorat en diabète de type 1 et santé des femmes à l'Université de Montréal. Ce mois-ci, à Santé sans détour, moi et ma collègue Myriam plongeons avec Dr Sylvain Iceta et Dr Aude Bandini dans un sujet important et souvent complexe, la santé mentale en relation avec le diabète. Nous allons toucher des sujets comme comment la gestion du diabète affecte-t-elle la santé mentale et vice-versa, quels sont les défis spécifiques rencontrés par ceux qui vivent avec cette condition, et quel rôle les professionnels de santé peuvent-ils jouer pour améliorer cette dualité de soins. Rejoignez-nous alors que nous explorons ces questions avec nos invités pour vous offrir des connaissances et des conseils pratiques. C'est parti! Bonjour, moi c'est Anne Monod. Je suis une étudiante au doctorat en nutrition à l'Université de Montréal et je fais partie de la communauté citoyenne du CMDO et aussi la communauté des initiatives des étudiants du CMDO. Bonjour, et moi je suis Myriam Talbot, je suis étudiante au doctorat aussi à l'Université McGill. Je fais partie de la communauté des initiatives étudiantes et de la communauté citoyenne du CMDO. Myriam et moi avons le plaisir d'accueillir Dr Aude Bandini et Dr Sylvain Iceta pour cet épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de la série. Aujourd'hui, on va parler de la santé mentale et le diabète. Je suis Aude, mais on me connaît aussi sous le nom de Dr Bandini. Je suis patiente vivant avec le diabète de type 1 depuis maintenant presque 35 ans et patiente partenaire dans le cadre du projet Better qui est mené et dirigé par Dr Rabassa Loret et Dr Anne-Sophie Brazo. Et je suis par ailleurs professeure de philosophie à l'Université de Montréal. Dr Iceta. Sylvain Iceta, moi je suis médecin psychiatre. Ce que je ne suis pas, c'est un patient ou une personne vivant avec le diabète de type 1. Donc, j'ai une approche de la maladie qui est celle en fait finalement du clinicien et du chercheur, parce qu'en effet, en plus d'être médecin psychiatre, je suis chercheur en neurosciences et je m'intéresse tout particulièrement aux troubles du comportement alimentaire. Et je dirais même plus largement en fait à l'association entre un trouble de santé mentale et un trouble de santé, j'allais dire physique, chronique, et comment les deux vont s'aggraver mutuellement en fait dans le temps si notamment on les prend pas en charge simultanément. Merci de participer à cette entrevue, Sylvain. J'aimerais savoir quels sont les projets de recherche sur lesquels tu travailles présentement. Et merci de m'avoir invité à cette entrevue. J'ai beaucoup de plaisir à partager. Et mes projets de recherche, en fait, moi, je débute mon laboratoire ici au Québec et mes projets actuels, en fait, vont concerner principalement deux sphères, le diabète de type 1 et le lien entre, quelque part, les logiciels qui font fonctionner notre cerveau et ses comportements alimentaires. Et notre objectif dans ce projet qui a été financé par Diabète Canada, c'est de pouvoir explorer comment, finalement, la variabilité de la glycémie va être interprétée par ce cerveau, par ce corps et résulter ou non dans des comportements alimentaires qui peuvent amener les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 à souffrir. Et donc, dans cette étude, on a, je dirais, deux aspects. Un aspect très quantitatif, très science dure, comme certains disent, et puis un aspect beaucoup plus qualitatif pour explorer le vécu des patients autour justement de ces résultats, de ces données. Donc ça, c'est un gros projet qu'on a dans le diabète de type 1. J'ai aussi d'autres petits projets dans le diabète de type 1 qui visent à explorer, par exemple, la prévalence de ces difficultés alimentaires dans le registre Better. On a aussi un projet qui vise à mieux comprendre comment, chez certains participants, les règles alimentaires qui sont, j'allais dire, inculquées, on devrait plutôt dire enseignées en théorie, aux patients qui vivent avec un diabète de type 1, vont parfois devenir tellement rigides qu'elles induisent de la souffrance. Donc ça, c'est des projets qu'on développe actuellement. Et puis, on va accueillir une post-doctorante là, qui arrive la semaine prochaine pour travailler plus sur ces sujets-là. Et puis, j'ai beaucoup aussi d'autres projets dans l'hyperphagie, boulimie, qui est un trouble du comportement alimentaire qui, moi, me passionne tout particulièrement. C'est-à-dire comment on va perdre le contrôle sur l'alimentation au point d'en souffrir et de consommer jusqu'à avoir mal, alors même qu'on sait que ce n'est pas ce dont on a besoin. Qu'est-ce qui se passe dans cette maladie-là? Et ça, c'est beaucoup observé dans l'obésité, le diabète de type 2. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est ce contexte-là, obésité, chirurgie bariatrique et adiposité viscérale notamment, parce que je suis assez convaincu que beaucoup d'études qu'on fait en santé mentale, en psychiatrie, ont du mal à mettre en avant les liens avec l'obésité parce qu'on n'a pas le bon marqueur, parce qu'on regarde juste le poids, l'IMC, ce fameux chiffre sur la balance qui peuvent rendre dingue ou faire souffrir, alors qu'en fait, c'est un très mauvais marqueur. Et donc, on essaie d'améliorer un petit peu ces données.
scientifiques avec des meilleurs marqueurs. Donc, si je comprends bien, la recherche que tu mènes sur le diabète de type 1, elle pourrait tout à fait aussi apporter des résultats pertinents pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 2? Ah, excellente question. Oui, j'imagine qu'on espère que avec ce qu'on met en place, on va pouvoir, en tout cas peut-être pas extrapoler nos résultats, c'est-à-dire généraliser nos résultats aux personnes vivant avec un diabète de type 2, mais pouvoir reproduire des études assez proches dans le diabète de type 2. La, la réalité auquel moi j'ai fait face quand je me suis intéressé à ce domaine-là, c'est qu'il y a beaucoup d'études dans le diabète de type 2. On s'en soucie beaucoup. Probablement parce que il y a peut-être plus de personnes souffrantes en avance, mais il y a la science dans le diabète de type 1 et la santé mentale est beaucoup moins documentée. Et c'est pour ça que moi, je me suis centré sur ce domaine-là. Il y a comme un espace, j'allais dire, à combler. Puis la nature aime pas le vide, moi encore moins. Donc, je trouvais qu'on avait un vrai effort de compréhension à faire parce que c'est c'est une maladie, je trouve, qui amène beaucoup de questionnements, beaucoup d'injonctions de la part des médicaments. Et puis, on en a souvent parlé, Aude, des médecins, pardon. Et puis, on en a souvent parlé, Aude. Et juste, tu parlais de généralisation des résultats au diabète de type 2 et puis aux patients qui vivent. Moi, j'ai envie de dire, un de mes espoirs aussi dans ces études qu'on mène ici, c'est que ça puisse aussi servir aux professionnels de santé qui accompagnent les personnes qui vivent avec le diabète de type 1, parce que très souvent, on a beaucoup de convictions autour de ce qu'on fait pour nos patients. On sent que c'est juste et on se remet peu en question. Et moi, ce que j'ai pu constater dans ma pratique clinique, c'est beaucoup de patients qui souffraient des injonctions qu'ils avaient reçues du corps médical, des professionnels de santé. Et quand on essaie de chercher derrière, qu'est-ce que dit réellement la science, eh ben, c'est pas si ferme que ça. Et donc, je trouve qu'on induit beaucoup de souffrance chez nos patients parce qu'on manque de connaissances. Et puis, on pense bien faire. Hein. Aucun moment donné, je pense que les professionnels de santé cherchent à nuire, mais on a besoin. Et dans le diabète de type 1, je trouve tout particulièrement de mieux comprendre, par exemple, quel degré de précision on a besoin pour compter les glucides. Et il y a cet engouement pour le comptage des glucides, puis on comprend bien que c'est nécessaire. Mais est-ce qu'il faut être précis à 100%? Est-ce qu'il faut être précis à 80%, 70%? On n'en a aucune idée. Il y a le dogme que plus c'est précis, mieux c'est, mais ça n'a pas tant été montré, en fait. Et par contre, ce que moi, j'ai pu observer là aussi en clinique, c'est que plus c'est précis, plus ça induit de l'anxiété aussi. Donc, quelle est la juste balance entre les deux? Puis ça, je pense que c'est vraiment le défi auquel on doit faire face en tant que professionnel de santé. Et là, c'est l'intérêt de la double casquette avec le chercheur, c'est qu'on a cette opportunité justement d'aller mieux comprendre pour faire changer les dogmes, pour qu'ils accompagnent au mieux les personnes vivant avec le diabète de type 1. Merci, c'est vraiment très intéressant. Ça m'amène à une autre question. Tu mentionnes ta double casquette à la fois de clinicien et de chercheur, et sur les projets de recherche que tu mentionnes, en fait, d'où est-ce que le questionnement est sorti? Est-ce que c'est des constats justement cliniques ou le constat d'une absence de recherche sur ces thématiques-là comme chercheur? Et par ailleurs, et ça va de pair, quels sont un peu les freins où tu mentionnais des dogmes? Quels sont les freins auxquels tu t'es retrouvé confronté pour mettre au point et lancer ces projets de recherche? Ok, c'est beaucoup de questions en une. Je vais essayer de répondre un peu. Euh, Concernant la question des freins, je vais déjà répondre à ça. Le frein qu'on a le plus à faire face en tant que chercheur, je trouve, c'est la mise en place des protocoles, la recherche des financements. Moi, c'est toute la partie administrative qui est quelque chose qui m'échappe, là, qui n'est pas du tout dans mes cordes à moi. Donc, ça, c'est un peu pour moi les freins. Mais ce que je trouve très appréciable au Québec et puis au Canada en général, c'est ce support à la créativité. Et justement, ça va avec la première partie de la réponse, d'où viennent les idées. Je pense qu'il y a une grande part de mes idées qui viennent des échanges que j'ai avec les patients en consultation, de l'analyse de la littérature, bien sûr, mais plus souvent, j'ai envie de dire, la démarche scientifique, l'analyse de la littérature va venir soutenir les discussions, les échanges, les points d'interrogation que les patients m'amènent en consultation. Puis c'est souvent comme ça que germe l'idée d'un nouveau projet. Il y a aussi beaucoup de projets, et peut-être que ça va paraître surprenant, qui viennent des questionnements des étudiants, que ce soit des résidents qu'on a en stage ou des étudiants dans le laboratoire de recherche, qui nous posent des questions disant que ça amène une réflexion. Puis après, je trouve que c'est tout aussi la beauté de ce métier de professeur aussi, c'est qu'on va amener les étudiants à faire éclore leur raisonnement pour aboutir à des projets, de nouvelles questionnements de recherche. Et donc, c'est souvent multifactoriel, en fait, si j'ose le dire comme ça, ce qui amène à une nouvelle idée, à un nouveau projet. Et dans la réalité, ben, il n'y a pas tant de freins que ça, je trouve. C'est moi qui suis toujours un peu utopiste. Mais je trouve que quand l'idée est bonne, qu'après on la documente bien scientifiquement et qu'on y met de l'énergie, on y arrive.
Parfait, merci beaucoup. En lien avec ce que tu viens de mentionner, puisque tu disais que tu allais bientôt accueillir une postdoctorante, il y a certainement beaucoup d'étudiants qui vont écouter cette entrevue. Quels sont les conseils que tu donnerais à de jeunes chercheurs et jeunes chercheuses? Ah. Euh, je ne sais pas si je suis légitime pour donner des conseils aux étudiants. Je peux par contre partager mon vécu à moi dans mon parcours scientifique. Et puis c'est un peu parfois ce que j'ai comme échange avec les nouveaux chercheurs qui arrivent ou les étudiants. Je crois que vraiment, c'est de garder ce qui nous passionne. Je pense que le premier conseil, c'est ne faites pas un parcours universitaire pour faire un parcours universitaire. Je trouve qu'il n'y a rien de plus épuisant que ça. Parfois, ça vaut prendre le risque de mettre de côté, de prendre du temps pour vraiment trouver un sujet qui passionne. Et puis, c'est vraiment ma propre histoire, parce que moi, je me suis intéressé très, très tôt à la recherche dans mon parcours, hein, parce que dès mon externat, j'avais pris un stage de recherche de 3 mois au lieu d'aller faire de la clinique, donc assez tôt. Et j'ai fini ma maîtrise avant la fin de ma résidence, donc j'ai vraiment impliqué en recherche, mais sauf que mon équipe de recherche s'intéressait beaucoup à la schizophrénie, et puis moi, c'était pas tant un champ qui me passionnait, hein. Je ne dis pas que la recherche en schizophrénie est pas intéressante, mais moi, ça me faisait pas tant vibrer. Et puis, avec mes premières expériences de clinicien, j'ai été amené à rencontrer de plus en plus de patients qui vivaient avec une obésité, avec des troubles alimentaires. Et là, du coup, la passion, le questionnement scientifique est revenu en première ligne. Puis c'est là où je me suis réinvesti et que j'ai décidé de repasser mon doctorat, mon PhD, puis de devenir en postdoc dans le sujet. Donc, je pense vraiment que il faut garder cette passion-là, cette motivation, parce que c'est un parcours qui est long. Ces études universitaires, on ne va pas se le cacher, c'est un parcours qui est compétitif, qui nécessite un investissement personnel très important. Et je trouve que sans passion, sans motivation, c'est difficile de tenir le marathon. Ça, c'est vraiment ce que je tire moi de mon expérience à moi. L'autre peut-être conseil que je peux me permettre en tant que professionnel de la santé mentale aussi, puis aussi en tant que chercheur, c'est de garder un équilibre. Moi, dans mon parcours, et là aussi, c'est à nouveau un exemple personnel, il s'est trouvé qu'à un moment donné, je me dis qu'il était plutôt temps de prioriser ma vie de famille, d'avoir des enfants, et puis peut-être de lever le pied de l'accélérateur de ma carrière de chercheur. Et c'est un enjeu, hein, parce qu'on se dit, il y a quand même beaucoup aussi d'ego dans nos carrières de chercheurs. On dit, faut être le meilleur publiant, faut être le meilleur à avoir les budgets, faut gagner, gagner. Puis quelque part, se dire aussi, je gagne tout autant à prendre un peu de temps pour m'occuper de ma famille, à pas m'épuiser. Pour moi, c'est important, par exemple, de finir à 16 heures ou max 17 heures, et puis d'aller chercher mes enfants à l'école, de prendre du temps, quitte à peut-être retravailler après ou à d'autres moments. Il y a vraiment cet enjeu de l'équilibre. Et puis, on l'a vu à la remise des prix du CMDO cette année, je crois que les modèles de recherche sont de plus en plus ces modèles de vie équilibrés entre la vie personnelle et professionnelle, contrairement à l'ancien modèle que moi j'ai peut-être plus connu, puis peut-être toi aussi, Aude, où nos chercheurs, nos professeurs étaient dédiés à ça, divorcés, avaient plus de... Enfin, c'était comme... Les histoires sont nombreuses, hein, de situations comme ça. Donc je pense que un des conseils, c'est ça, c'est de travailler à cet équilibre-là, parce qu'il s'estompe très très vite quand on est lancé dans nos carrières. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, fait beaucoup de sens, et tant personnellement que aussi professionnellement, parce que je pense que nos étudiants sont plus soumis à de l'anxiété, plus soumis à des dépressions. On sait, hein, il y a la prévalence des idées et des comportements suicidaires sont élevés chez les étudiants à l'université. Donc, il y a à un moment donné vraiment une importance à véhiculer certains messages comme prenez soin de vous, prenez soin de votre vie personnelle, et ne le faites pas au détriment de votre vie professionnelle. Et oui, merci. Ça me paraît important de rappeler que les professionnels de la santé ont parfois aussi besoin de prendre soin de leur propre santé. Et ça m'amène à une autre question qui est celle de savoir, est-ce qu'une manière aussi d'être performant, entre guillemets, en recherche ne consiste pas à savoir bien s'entourer dans ton cas, puisque tu travailles sur des enjeux croisés entre santé mentale et diabète de type 1, diabète de type 2. Comment est-ce que tu es arrivé à négocier justement le caractère un peu transversal ou transdisciplinaire presque de ta pratique et de ta recherche? Moi, je suis d'abord un psychiatre de consultation et liaison. C'est-à-dire que j'ai toujours été à cheval entre la psychiatrie et la médecine somatique. J'ai jamais voulu abandonner la médecine somatique dans toute ma carrière. Et je pense qu'au contraire, ce qui peut parfois apparaître comme une faiblesse dans le monde académique plus traditionnel, j'allais dire, c'est-à-dire l'aspect très monolithique de certaines carrières ou questions de recherche, devient une force justement quand on est en pratique clinique. Et puis moi, j'ai toujours travaillé auprès d'endocrinologues, nutritionnistes,
en France. J'étais à mi-temps dans un service avec une chefferie de service et des collègues qui étaient endocrinologues, pas du tout psychiatres, dans le centre référent pour les troubles du comportement alimentaire où je travaillais en France avant de venir. On consultait à deux, avec un médecin endocrinologue aussi. Donc moi, j'ai toujours eu cet aspect multidisciplinaire et je trouve que ça aide beaucoup à créer des ponts incroyables. Par contre, ça nécessite d'accepter de perdre une certaine identité qu'on nous a donnée avant. Moi, j'ai dû perdre un petit peu de mon identité de psychiatre classique, apprendre à aussi, par exemple, vulgariser les termes de santé mentale pour que ce soit vraiment échangeable avec mes collègues, parce que je pense que quand on est dans nos disciplines, on oublie à quel point on spécialise notre jargonnage. Là, et puis, donc, il y a comme tout un travail, je trouve, pour aller vers cette trans ou multidisciplinarité, là, selon comment on l'appelle. Mais c'en est que hyper enrichissant, en fait. Et puis, par exemple, on parlait de mon projet Diabète Canada, qui est vraiment un beau projet qui me tient à cœur. C'est né d'une discussion incroyable. Et puis, pour les anecdotes de chercheurs, parce que c'était 7 heures du matin, j'étais sur le parking de Robert Schwarz, l'USMQ, l'hôpital psychiatrique, puis j'ai échangé avec des gens que j'ai découvert par la suite beaucoup plus. Ok, maintenant j'ai une très haute estime, mais Rémi Rabassaloré, Claudia Gagnon, Anne-Sophie Brazo, puis on était comme. Moi, j'étais dans ma voiture, il fallait trouver une idée. Écoute, c'est des discussions qui sont incroyablement stimulantes, où on rencontre des gens extraordinaires, et puis on va mettre après de l'énergie à partager, à considérer ce que l'autre nous dit, même s'il vient d'une filière très différente, en disant. Et il y a beaucoup d'humilité dans cette démarche-là, de dire, OK, il n'a pas compris ce que j'ai dit, c'est pas qu'il a tort ou que c'est que je me suis mal exprimé, il faut qu'on revoie, il faut qu'on trouve un terrain d'entente, parce que si nous, on n'y arrive pas entre nous, le patient, il ne peut pas comprendre ce qu'on dit entre disciplines, et puis ça n'a aucun sens. Donc, moi, j'aime cet enjeu-là parce qu'il crée des ponts qui sont très utiles dans la vie de tous les jours et dans la clinique de tous les jours. Donc, je ne me verrais pas travailler, en fait, pour être honnête, dans ma discipline stricto sensus. J'ai besoin de ce pont-là, ça me nourrit beaucoup. Et en ce sens-là, est-ce que tu t'es retrouvé confronté à devoir détricoter un certain nombre de préjugés de la part des professionnels de la santé et de la santé somatique au sujet de la pertinence de la santé mentale? En permanence. En permanence et à tous les niveaux. Hein. Peut-être en sortant un peu de l'exemple du diabète, mais on l'observe beaucoup dans l'obésité, là où il y a cette question de tout est dans la tête, ils ont qu'à mieux se comporter, puis ils perdront du poids, ou à l'inverse. Écoute, ils ont mal au genou, leur obésité est tellement grosse là, que c'est pas toi avec ta psychothérapie qui va les aider. T'sais. Donc il y a comme beaucoup d'enjeux justement de stigmatisation bilatérale et oui, très souvent on est amené à réexpliquer que, par exemple, à nouveau. Tiens, je vais prendre un exemple relié au diabète. Diabète et dépression, par exemple. L'idée de se dire, ouais, c'est normal, c'est des gens qui s'injectent beaucoup, c'est compliqué à gérer, ils ont plein de responsabilités, du coup, c'est normal qu'ils dépriment, qu'ils s'épuisent. Mais la réponse, en fait, ça, c'est une réponse qui, pour moi, est en partie liée à des préjugés, à de la stigmatisation, parce que dans la réalité, les liens, ils sont beaucoup plus étroits que ça. On sait que les récepteurs à la sérotonine au niveau cérébral, ils vont contribuer à la détection des seuils de glucose circulant. Quand on introduit un antidépresseur, on crée un risque d'hypoglycémie parce on augmente cette sensibilité-là. Donc, c'est pas des liens qui sont théoriques dans l'obésité, la dépression, par exemple. Il y a des belles études animales, alors on n'a pas montré chez l'homme encore, mais qui montrent que le tissu adipeux est capable de générer des petites vésicules qui vont transférer des mécanismes inflammatoires jusqu'au cerveau et qui vont aller atteindre des zones du cerveau qui participent à la dépression. C'est pas un lien éthérique, gazeux, qui sortirait de je ne sais pas où. Là. Et donc, c'est souvent là-dessus, moi, que je m'irrite un peu. Je peux beaucoup travailler à rappeler qu'en fait, c'est pas juste, les maladies mentales sont pas juste issues d'un manque de volonté ou d'un truc un peu spirituel, occulte, que personne ne comprendrait. Et qu'à l'inverse, on a des liens très, très proches. Puis c'est pareil, hein, expliquer aux collègues psychiatres que la gestion de la résistance à l'insuline dans l'obésité ou dans le diabète de type 2, par exemple, va impacter les symptômes de santé mentale et que les prendre en charge, ça améliore aussi la santé mentale et l'efficacité de leur traitement. Comme tout un discours. Par contre, ce que j'observe en différence en 10 ans d'expérience, c'est que les oreilles sont beaucoup plus attentives maintenant. C'est vraiment quelque chose qui s'entend de plus en plus, là où avant, moi j'ai déjà entendu, il n'y a pas de récepteur à l'insuline dans le cerveau, arrête avec tes histoires, alors que on sait qu'il y en a quand même beaucoup et qui sont plutôt dispersés. Donc je trouve que l'ouverture d'esprit s'améliore énormément et de jour en jour, et tant mieux parce qu'on a vraiment tout à gagner à nouveau en travaillant ensemble. Merci beaucoup. Une autre question que j'aurais pour toi, c'est du point de vue, alors non plus des professionnels de la santé, mais des retombées. Dans un monde idéal,
qu'est-ce que tu aimerais changer dans la vie des personnes qui vivent avec le diabète de type 1 ou de type 2 par l'intermédiaire de tes recherches? Mais peut-être pour répondre plus généralement, qu'est-ce que j'aimerais changer, c'est qu'il n'y ait plus de diabète de type 1 à proprement parler. Ça, c'est, je pense, le rêve de tout médecin et chercheur. Mais tu sais, il y a une réalité qui est incroyable dans nos métiers, hein, c'est qu'on est les seuls à être contents de plus voir nos patients ou nos clients. Tu vois, c'est quand même, on a une démarche. Bon, dans la réalité, j'aimerais qu'on n'ait plus à avoir à faire face à ces maladies-là. C'est pas le cas. Qu'est-ce que, à travers mes recherches, j'aimerais réellement changer? La première chose, c'est en offrant un corpus de connaissances plus étendu, on légitime aussi le droit au patient d'exprimer sa souffrance. Je pourrais expliquer peut-être un peu cette pensée-là. Souvent, nos patients n'osent pas parler parce qu'ils pensent qu'ils sont seuls au monde, que ça n'existe pas ailleurs, et parce qu'on ne pose pas la question du coup. Et je pense qu'augmenter la connaissance scientifique permet de sensibiliser les médecins, les professionnels de santé à poser la question et donc ouvre le droit aux patients d'en parler. Alors que ce droit, il est légitime et puis il ne devrait pas être ouvert, entre guillemets. Mais dans la réalité, souvent, la formation académique des professionnels de santé fait que on ne questionne que ce qu'on a déjà appris. Et donc, moi, j'espère arriver à améliorer, à mieux transférer ces connaissances-là auprès des professionnels de santé pour que les patients ne se sentent plus monstrueux quand ils parlent de ça. Puis bien sûr, l'autre chose, c'est qu'on améliore la qualité des soins qu'on fournit aux patients. Puis je crois que c'est ce qu'on cherche aussi tous dans ce domaine-là. Et en offrant beaucoup plus de médecine personnalisée. C'est-à-dire quels sont aujourd'hui les outils simples que je peux mettre à disposition. Puis je travaille beaucoup aussi sur cet aspect-là dans mon laboratoire. Quels sont les outils simples qu'on peut mettre à disposition des professionnels de santé pour qu'ils interrogent les patients ou qu'ils ouvrent ce dialogue-là et que justement on puisse aller vers des soins beaucoup plus personnalisés et qu'on n'ait pas des réponses un peu trop génériques qui vont justement peut-être parfois, même si elles sont bienveillantes, nuire à certains patients. Et ça, j'insiste parce que parmi ceux qui vont écouter aujourd'hui, il y a sûrement des futurs professionnels de santé et même des étudiants qui en recherche vont parfois poser des questions qui pensent toujours bienveillantes, mais attention aux maladresses inhérentes à ça. Puis, on parlait du CMDO, là, je parlais du CMDO il n'y a pas longtemps. J'ai fait faire au cours du camp d'hiver un exercice qui m'a beaucoup intéressé aux étudiants du camp d'hiver, où je les ai amenés en fait à vivre un vécu de rejet à travers un processus de choix d'outils d'évaluation scientifique. Et on voit à quel point ça mobilise en fait déjà des étudiants qui sont pas en situation de fragilité. Alors quand on pose des questions très fermées, quand on part dans des idées un peu préconçues de ce que c'est qu'un bon soin, de ce que c'est qu'un comportement attendu, ou ce que c'est qu'une bonne gestion de la glycémie, ce terme bonne là, ce que c'est voilà, amène en fait systématiquement, implicitement un rejet en fait d'une certaine partie de la vie psychique de nos patients. Et ça, moi, je trouve qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant à toujours garder des formulations ouvertes et bienveillantes. Et demander aux patients aussi comment il s'est senti à travers la rencontre qu'on a eue. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées ou est-ce qu'il y a un moment où j'ai pu être maladroit et peut-être dire des choses qui vous ont mis mal à l'aise. C'est les questions simples qui aident beaucoup à améliorer la qualité de la relation. Et ça, c'est valable pour n'importe qui. Professionnel de santé, professionnel de recherche. Il faut vraiment garder ça en tête. Merci. Est-ce que ça implique que, en un certain sens, dans les collaborateurs et collaboratrices de ta recherche, tu inclurais soit les patients et les patientes que tu vois en clinique, soit même ceux dont on dispose au Québec, à savoir des patientes et des patients partenaires? Alors moi, je suis très mauvais élève là-dessus, puis j'ai besoin de me prendre un coup de pied aux fesses, si j'ose dire. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il faudrait que je le fasse beaucoup plus. Malheureusement, là aussi, dans notre vie de tous les jours de chercheur, moi, je suis débordé par plein de choses, et ce qui fait que avoir et mon rêve, et ce que j'essaie de mettre en place, d'avoir un vrai lab meeting, comme on appelle ça, un vrai temps d'échange scientifique où les patients partenaires seraient inclus de façon systématique. Mais j'ai malheureusement manqué de temps pour le mettre en place, et puis c'est en fait, quand je le dis, un peu une mauvaise excuse, parce que c'est 2 ans et demi que je mets en place mon labo, donc j'en ai malheureusement pas fait ma priorité, parce qu'on est toujours envahi par d'autres choses, mais oui, je pense que c'est indispensable. Et l'autre frein que j'ai, paradoxalement, j'ai posé la question à d'autres cliniciens-chercheurs, c'est que comme c'est beaucoup mes patients, je me vois pas les inclure dans mes réunions de recherche pour pas être en conflit un peu éthique. Donc j'ai comme un enjeu pour recruter des patients partenaires ou des patients co-chercheurs, parce que moi j'aime beaucoup l'idée de patients co-chercheurs. Et, c'est pas si simple que ça en fait d'établir un réseau de patients co-chercheurs qui ne soient pas tes patients, donc pour lesquels il n'y a pas de relation de conflit d'intérêt ou d'emprise morale, parce que la réalité c'est que, en plus moi je suis psychiatre, donc il y a un enjeu qui est peut-être plus présent de ce côté-là. Et puis c'est pareil, il faut
là aussi, légitimer la place du patient co-chercheur en permettant qu'il ait un financement pour sa présence, etc. Puis, là aussi, même si ça s'améliore, c'est pas si simple que ça d'aller trouver des ressources pour mettre en place ça. Donc, je suis intimement convaincu que je suis un très mauvais élève de ce côté-là et qu'il faut que je m'améliore et que c'est indispensable. Mais c'est ça. Il y a des enjeux, comme toujours des freins, mais c'est ça. Mais je pense que c'est indispensable et qu'on ne devrait plus faire de recherche sans les patients parce que ça n'a pas vraiment de sens, en fait. En tout cas, puis non, en fait, en recherche clinique ou en recherche fondamentale, même pour la lecture des résultats, on a besoin de ça. J'allais dire qu'en recherche clinique, mais non, en fait. Eh bien, je te propose que nous y travaillons. Mais je comprends très bien que, a fortiori, dans une spécialité comme la psychiatrie, où il y a des enjeux d'intimité qui ne se posent pas nécessairement, ou du moins pas de la même manière, avec un endocrinologue, où on peut parler de glycémie, d'organes, de taux d'hormones, etc. Mais sur des sujets aussi complexes et à la fois culturels et qui touchent aux émotions que l'alimentation, je suppose que même vis-à-vis de son psychiatre, on peut avoir un certain nombre de réticences à partager des fragilités et que ça demande effectivement beaucoup d'adresse et de délicatesse pour amener le patient à se sentir suffisamment en confiance pour aborder ces questions-là. Surtout dans une thématique comme le diabète où, eh bien, on peut se sentir tout de suite très coupable si on estime qu'on ne mange pas comme on devrait. Oui, et puis c'est intéressant ce que tu évoques. Moi, dans les autres choses qui m'ont passionné dans mon cursus, et puis c'est la sexologie. Moi, j'ai été diplômé en sexologie médicale et puis coordonnateur de l'enseignement là quand j'étais à Lyon, enfin co-coordonnateur parce qu'on était plusieurs. Et c'est drôle parce que j'ai toujours perçu le degré d'intimité entre la sexualité assez proche de celui qu'on a avec l'alimentation. C'est-à-dire que ça touche quelque chose de profondément intime, de profondément humain, lié, comme tu dis, à notre culture, à ce qu'on est, au plaisir, au partage. Et donc, on a des choses très, très proches entre les deux sphères. Puis d'ailleurs, dans certains traités psychiatriques ou plutôt de type plus psychodynamique, on parle de fonctions instinctuelles, manger, dormir et se reproduire. Et ça a vraiment un lien très étroit avec ce qu'on est profondément. Et, euh, et justement, quand on parle des objectifs des études, ben, souvent, en fait, la maladie va venir quelque part séparer cette intimité, faire intrusion dans l'intime au point de justement induire une règle qui est complètement artificielle et où les patients souffrent de ça. Donc, il y a beaucoup de... Et tu as raison de le souligner. Je pense que dans ma pratique professionnelle, je remets beaucoup de confiance dans ce qu'on a le droit de dire et dans cet espace-là pour que justement l'intime puisse retrouver sa place et qu'on puisse améliorer les choses. Mais là, on bifurque plus sur mon métier d'accompagnement psychothérapeutique. Et oui, et en effet, ça crée un frein pour recruter les patients partenaires, mais honnêtement, il y a d'autres personnes, il y a d'autres patients. Il n'y a pas que les miens. Mais pour en revenir à l'orientation de ta recherche, pourquoi pas des projets de recherche sur la sexualité et l'impact de la vie avec le diabète de type 1 ou de type 2 sur la sexualité et le rapport amoureux, comment on aborde son diagnostic, comment pour les personnes qui vivent avec et qui portent des capteurs ou des pompes à insuline, comment est-ce qu'on négocie ce genre de choses. À ma connaissance, il y a de la littérature sur les troubles de la dysfonction érectile chez les hommes, alors que les troubles de la sexualité chez les femmes qui vivent avec le diabète, bon, d'une part, il faut croire que les femmes n'ont pas de sexualité, et a fortiori si elles souffrent de diabète, ou alors elles ne sont pas munies de tissu érectile. Est-ce que ce serait une piste qui pourrait rejoindre tous tes centres d'intérêt comme chercheur? Alors, la sexualité a beaucoup été étudiée par les hommes, et puis je trouve que ça se voit beaucoup dans la littérature scientifique. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours professionnel et plus personnel, parce que c'est devenu une amie après avec le temps, un médecin qui s'appelle le docteur Marie Chevret-Méasson, qui est une des pionnières de la sexologie en France. On a fait beaucoup de thérapies de couple ensemble. Moi, j'ai beaucoup appris à ses côtés. J'adore Marie parce que, écoute, elle était incroyable. Ah bon, elle a un côté mai 68 à la française, donc pour les Québécois, c'est comme une période de révolution culturelle très importante que la France a connue, où il y a eu de la libération, notamment sur le plan sexuel. Donc, elle a gardé un côté très féminisme, mais aussi ce féminisme revendicateur
un peu parfois agressif, mais que moi j'aime bien. Donc je l'ai entendu dire des choses à des patients masculins qui m'ont toujours fait beaucoup sourire et amené à penser en effet que la sexualité était perçue d'un point de vue très homme-centré et puis qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Et après, pour répondre à ta deuxième question sur pourquoi pas, c'est parce que je pense que, et ça revient sur les défis du futur chercheur qui est, les étudiants sont où qu'on est, c'est qu'il ne faut pas trop se disperser. Parce que nos journées ne font que 24 heures et qu'il faut préserver un équilibre. Mais oui, oui, j'adorerais faire ça, mais après, il faut aussi, à un moment donné, se recentrer dans nos carrières pour justement continuer à conserver un équilibre. Mais c'est passionnant, en effet, comme sujet aussi. Puis, tu sais, on a le même dans l'obésité, on a le même dans les troubles du comportement alimentaire en général. Il y a peu d'études de la sexualité. Écoute, tu es jeune et fringant, il y a encore une longue carrière devant toi et de multiples projets de recherche à mener au cas où tu t'ennuierais à un moment donné. J'ai personnellement beaucoup d'idées à te suggérer. Euh, Si maintenant tu m'autorises à te poser des questions peut-être qui t'intéressent plus à titre de clinicien, à ton avis, quelles seraient les stratégies qui permettraient aux personnes atteintes de diabète de type 1 comme de diabète de type 2 de mieux à la fois comprendre la nature de leur pathologie, mais aussi d'arriver à se motiver pour s'investir dans ce traitement? On sait que dans les maladies chroniques de manière générale et le diabète de type 2 et de type 1 en particulier, on parle beaucoup des mauvais patients. Je mets des guillemets extrêmement marqués autour de mais du patient non observant, non compliant. Et je peux très bien comprendre à quel point ça peut être frustrant pour un endocrinologue ou même, je suppose, un psychiatre quand on explique au patient ou à la patiente ce qu'il pourrait, voire devrait faire pour aller mieux, et puis que cette personne n'a pas l'air de mettre en pratique les recommandations qui lui sont données. Donc, comment faire en sorte de ne pas briser l'alliance thérapeutique dans un contexte comme celui-là, qui est un contexte que je peux rencontrer, par exemple, quand j'ai des étudiants qui ne font pas ce que je leur demande de faire ou ce que je leur recommande de faire. Comment est-ce qu'on fait quand on a un mauvais élève? La première réponse qui est un peu, j'allais dire peut-être rapide et facile de ma part, c'est qu'il n'y a pas de mauvais patients, il y a que des mauvais médecins. Mais c'est un peu provoque quand je dis ça, mais pas tant. C'est intéressant dans les mots employés dans ta question, Aude. Soutenir la motivation du patient, enfin, c'est pas soutenir, motiver un patient. Et je pense qu'en fait, la question est beaucoup plus complexe que de dire à un patient, allez, vas-y, tu vas y arriver, et puis je vais trouver des choses. Soutenir la motivation du patient, c'est avant tout aller dans la sphère du patient, comprendre quels sont ses défis, ses enjeux, essayer de l'aider à trouver des solutions, puis c'est pas apporter une réponse. C'est pas à nous d'apporter. Je suis un psychiatre fainéant là, mais c'est pas à moi d'apporter des réponses au patient. C'est à moi d'aider le patient à trouver ses propres réponses. Et puis je pense que on a beaucoup à travailler justement à mieux enseigner ces approches-là aux professionnels de santé là aussi, l'entretien motivationnel et d'autres. Hein. C'est-à-dire que plutôt que de dire à un patient, bah, vous devriez peut-être mettre un réveil pour penser à prendre votre traitement ou etc. On peut dire dans une situation analogue, dans un autre moment de votre vie, quand vous avez dû justement faire face à des défis de régularité, quelles solutions vous avez pu trouver par vous-même pour justement y arriver? Et là, on change tout, en fait. On montre au patient qu'il a les capacités, qu'il a fait déjà des succès dans sa vie, puis on utilise ces succès pour mettre en place de nouvelles stratégies. Et c'est là où je parle de soutenir la motivation du patient. Le patient, il a sa motivation. Moi, je connais aucun patient qui souhaite être plus malade. Ça n'existe pas. Patient qui prend pas son insuline ou qui a des difficultés à gérer ses glycémies ou ses apports alimentaires, c'est pas qu'il veut pas. Alors, on pourrait peut-être discuter de la fenêtre de transition de l'adolescent qui est peut-être un petit peu différente. Il exprime autre chose à ce moment-là, en tout cas. Mais ça n'existe pas un patient qui va être plus malade. Si les prescriptions ne sont pas appliquées, c'est qu'il y a des facteurs de résistance, des freins, des éléments qu'on doit aller chercher pour mieux comprendre. Et là aussi, je pense qu'un des enjeux qu'on a, c'est de sortir de notre perspective, j'allais dire santé centrée,
et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui, du côté du patient, fait que c'est un obstacle. Et alors là, c'est peut-être mon expérience de psychiatre de liaison qui m'a amené à beaucoup penser comme ça. Puis je vais prendre des exemples issus de ma pratique aussi. Quand j'étais jeune médecin, on avait été appelé pour un patient qui voulait sortir de l'hôpital contre avis médical, et ça criait dans les services, vraiment un truc un peu à la française. Et puis, écoute, en fait, la patiente avait l'anniversaire de son fils le soir. Et il n'y avait rien qui faisait qu'on devait la maintenir à l'hôpital en continu. Puis on a tout à fait pu négocier une fenêtre de sortie de 3 heures, qu'elle puisse aller prendre un gâteau avec son fils, lui faire un bisou et puis rentrer à l'hôpital le soir. Mais il a comme fallu aller sortir d'une zone de confort, questionner, trouver des solutions un peu différentes. Donc, quelque part, si on se base que sur justement la surveillance tensionnelle ou cardio, ben, on n'y arrive pas en fait. Donc, il faut parfois sortir un petit peu de nos zones de confort, aller plus à la rencontre des freins du patient pour comprendre en fait ce qui bloque et pas partir du principe justement que c'est de la motivation. Euh, donc, c'est un peu, un peu ça que je disais dans ma réponse. Il n'y a pas de mauvais patients, il y a des mauvais médecins. Il y a souvent un enjeu. Puis des fois, il faut aussi parfois être plus clair dans nos prescriptions, plus clair dans nos attentes. Et puis, là, il y a toute la théorie un peu des stades de motivation de Prochaska qui peut aider à comprendre ça. Qu'est-ce qui, dans une rechute, dans un échec, va nous être un enseignement pour éviter justement cette chose-là la prochaine fois. Et peut-être si je peux encore parler quelques minutes, une chose que moi j'utilise très souvent avec mes patients, c'est les fenêtres ou les vacances thérapeutiques. Alors, on peut pas arrêter de se donner de l'insuline, on est d'accord, mais par contre, on peut trouver des solutions pour que ça devienne moins présent. Est-ce qu'on peut couper les alarmes 1 heure? Est-ce qu'on peut, et puis moi j'ai beaucoup ça en alimentation, essayer de trouver une façon que le patient n'ait pas à se poser la question des règles alimentaires qu'il doit appliquer. Et on le sait, là, ça a explosé tous les systèmes de livraison de repas à domicile. Et parfois, moi je préconise à mes patients de juste, pendant une semaine en fait, commander le repas et juste ne pas se poser de questions en fait. Arrêter juste, je leur interdis de se questionner autour de ce qu'ils doivent manger ou pas en prenant cette solution-là. Puis c'est très intéressant l'effet que ça a sur nos patients. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, quand ils ne sont pas préoccupés par l'alimentation, quand ils ne sont pas dans des injonctions paradoxales, et ben ça pèse, quoi. Et donc après, on peut travailler dessus. Donc parfois, avoir une vacance thérapeutique, une fenêtre d'opportunité, ça va permettre d'avoir justement des enseignements pour mieux progresser par la suite. Donc, à nouveau, quand je dis il faut parfois être créatif dans nos prises en charge, c'est ça. C'est chercher qu'est-ce qui fait réellement souffrir le patient et sur quoi je peux agir rapidement. Par exemple, un autre exemple dans le diabète de type 1, j'ai comme ça une histoire clinique en tête d'un patient qui était extrêmement anxieux à l'idée de faire des hippos. Donc, il faisait des attaques de panique qui mimaient les hippos. Puis il y avait comme un cercle vicieux où il savait plus qu'il était de l'hypo ou de l'attaque de panique. Il explosait sa consommation de bandelettes parce qu'en plus, il croyait plus son CGM. Donc, c'est comme effrayant. Et la réalité, en fait, c'est qu'il avait peur, en faisant une hypo, de ne pas être secouru, que personne ne le sache parce qu'il venait de quitter le domicile familial. Donc, on a repris, là, parce qu'il y a un des CGM qui dispose d'un système d'alerte qu'on peut confier aux proches. On a proposé ça comme solution un peu temporaire en disant, le temps qu'on améliore le reste par la psychothérapie, est-ce que ça pourrait être une solution rassurante pour vous? Et oui, et ça a permis un apaisement parce qu'il savait qu'il y avait un filet de sécurité, puis on a pu accéder à d'autres éléments de psychothérapie qu'on ne pouvait pas avant. Donc, il faut vraiment aller chercher qu'est-ce qui immédiatement fait souffrir, qu'est-ce qui a après les bases, et puis travailler là-dessus. Je voulais en fait te demander, pour maintenant les étudiants ou les professionnels de la santé qui sont comme nouveaux dans leur domaine, s'ils n'ont pas encore ces outils, ils n'ont pas encore ces expériences pour être capables de penser outside the box, qu'est-ce que tu leur suggères, par exemple, pour qu'ils puissent avoir cet impact-là avec leurs soins? Qu'est-ce que je suggérerais à des étudiants qui débutent pour justement être quelque part un peu différents dans leur approche et puis c'est une bonne question. Écoute, d'abord, conserver leur curiosité, je pense. L'autre chose, c'est écouter beaucoup son vécu. Parce que quand on échange avec un patient ou un participant, on a souvent des petites idées qui nous popent dans la tête, on a souvent des petites choses comme ça. Et ça vaut le coup parfois de les verbaliser avec le patient en disant quand vous me dites ça, moi j'ai ça qui est venu. Se faire plus confiance aussi parfois dans son ressenti clinique. Ça, c'est d'un point de vue, j'allais dire, très compétence. Et puis après, c'est aussi d'augmenter son corpus de connaissances. C'est-à-dire aller lire sur ce que c'est que la stigmatisation. Il y a quand même de plus en plus de choses qui se font autour de ça en mode webinaire, en mode e-learning, là, qu'on peut aller faire. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup
il y a beaucoup ça, il y a de plus en plus de corpus qui sont disponibles. Donc, aller se renseigner sur ce que c'est, l'éprouver, faire. Et puis, je pense beaucoup et en répondant, j'ai cette réponse qui me vient aussi. Apprendre les techniques d'entretien. On le fait beaucoup en santé mentale. Il y a comme des façons de conduire un entretien avec un patient. Puis, je suis en train de me dire, je pense que j'ai jamais vu un cours pour un cursus recherche où on enseignait comment conduire un entretien. Alors, on va pas le faire comme on le fait pour la psychiatrie ou la psychologie, mais je pense que, et alors, je me dis, je vais en parler avec 2, 3 collègues, là, ça pourrait être hyper intéressant d'apprendre à nos étudiants comment je dis bonjour à un patient, comment je me présente, comment j'ouvre un entretien, comment je recueille des informations, comment je le ferme aussi. Parce que ce qu'on apprend par contre beaucoup à nos étudiants, c'est à fermer un entretien, à respecter un timing. Il y a comme des outils pour ça, de reformulation, des choses comme ça. Ça peut être déjà une bonne chose pour commencer, savoir bien explorer, et questionner et puis accueillir. Parce qu'accueillir des choses, c'est parfois pas si simple que ça. Bonne piste à creuser. Est-ce que tu avais d'autres questions, Myriam? J'aimerais qu'on parle d'un membre de l'équipe qui est peut-être plus présent pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 2 que pour celles qui vivent avec le diabète de type 1, mais qui est le médecin de famille et qui est naturellement aussi ni psychiatre ni endocrinologue et dont le rôle est néanmoins central pour le suivi du diabète de type 2 et potentiellement la référence à un spécialiste en santé mentale et ou en endocrinologie. Quel serait, à ton avis, l'important que un médecin de famille devrait savoir pour pouvoir accompagner au mieux un patient ou une patiente avec un diabète de type 2, à la fois pour ne pas le ou la décourager, mais néanmoins l'amener à prendre cette pathologie souvent asymptomatique jusqu'à ce que ce soit trop tard en charge. La médecine de famille, c'est une spécialité, moi, je trouve, qui est incroyable en médecine. Ils ont à gérer toutes les maladies possibles et inimaginables, avec des connaissances de base dans chacune, et puis à accompagner des patients qui sont de plus en plus multimorbides. Euh, et donc, en plus de connaissances, n'arrêtent pas d'augmenter. Et en même temps, c'est ceux qui sont le plus proches de leurs patients, c'est ceux qui les connaissent le mieux. Donc, c'est difficile pour moi de faire des recommandations à des médecins de famille, dans le sens où je suis comme dans une tour d'ivoire en tant que médecin spécialiste. Là, donc, je, je dois avoir cette humilité-là qui est de dire que je serais incapable de faire leur travail. Je pense qu'à nouveau, là, écouter le patient et l'accompagner. Et je pense surtout, et c'est tout l'enjeu des plateformes qu'on a avec Support et d'autres, c'est que tout ne doit pas reposer sur l'épaule du médecin de famille et que justement, être capable de virtualiser de plus en plus de solutions d'accompagnement, de transfert de connaissances vers le patient, c'est à mon avis un bon support pour le médecin de famille. Ce qui nous manque dans ces systèmes-là aujourd'hui, je pense justement, c'est le retour au médecin de famille. On devrait pouvoir être capable, dans ces nouvelles plateformes qu'on crée justement d'éducation thérapeutique, de pouvoir comme fournir au médecin de famille un résumé en disant à travers le parcours qu'a fait votre patient sur la plateforme, je repère que c'est tout particulièrement l'estime de soi qui est fragile, ou c'est tout particulièrement le comptage des glucides qui semble complexe et trop approximatif, ou c'est la méconnaissance des différentes insulines qui pose problème parce que tu vois ce que je veux dire? On pourrait peut-être encore plus travailler ce lien-là, ce retour à la médecine de famille pour justement que le médecin soit plus outillé, ou en tout cas, et comme à condenser des difficultés observées, mais aussi des points forts rencontrés à travers ces plateformes-là. Donc, moi, je pense qu'on doit travailler, nous, en tout cas, en tant que spécialistes, à beaucoup plus rendre disponibles ces outils-là, les vulgariser, et puis mieux travailler à restituer aussi les choses à nos collègues médecins de famille, parce que là aussi, je pense que, et je reprends mon image de la tour d'ivoire, dans nos tours d'ivoire, là, on est parfois bien, et ça nous prend beaucoup de temps de rappeler les médecins, de réexpliquer tout ça, donc on a tendance à sauter cette partie-là et se cacher derrière un courrier. Et je comprends qu'on fasse tout ça, puis moi, je suis aussi le premier à le faire, là, on a du temps qui est compté, et puis, mais je pense on ne doit pas oublier cette partie-là aussi de l'échange, qui est essentielle. Et est-ce que les pharmaciens et les pharmaciennes pourraient jouer un rôle?
Oui, et puis là aussi. Alors, moi, j'ai un biais, là, il faut que je le dise tout de suite. Mon mari est pharmacien, donc j'ai comme baigné dans la culture des pharmaciens. Et puis, on était en France et on est arrivé ici, donc on a vu aussi les deux métiers de pharmacien. Et je pense que c'est aussi toute la beauté de ce que fait Alexandre Caron ici à l'UCPQ. Il y a beaucoup à faire pour créer des cliniques, par exemple, de l'obésité dans les pharmacies, mais probablement aussi du diabète, etc., pour que justement le pharmacien puisse être un vrai relais d'accompagnement, parce que là aussi, le pharmacien connaît très bien le patient et très présent et sur place, en proximité, j'allais dire physique et géographique. Et ça aussi, ça a son importance. Donc, oui, on a beaucoup à faire de ce côté-là. Puis, honnêtement, là aussi, je trouve que le Québec est pas mal en avance, euh, si je compare par rapport à la France. Et puisque tu y faisais référence à la fois à destination des professionnels de la santé ou des chercheurs et d'autre part des patients et des patientes, qu'est-ce que tu penses des outils qui sont maintenant à disposition, dont la fiabilité n'est pas toujours facile à évaluer, du moins de l'extérieur, les applications d'aide en santé mentale? Est-ce que c'est juste un questionnaire de psychopop que je suis en train de remplir dans Châtelaine avec des conseils très généraux? Qu'est-ce que ces applications-là, d'une part, comment est-ce qu'on reconnaît une application qui est fiable? Et d'autre part, est-ce que dans ta recherche ou dans ton expérience de clinicien, tu vois un véritable bénéfice associé à l'utilisation de ce type de nouveau mode de traitement qui isole aussi peut-être un peu les patients parce qu'il me semble qu'une application ne remplacera jamais le contact avec un professionnel? Première réponse, un peu sur les données scientifiques, ce qu'on appelle les méthodes d'auto-soin, de self-help, quand elles sont guidées notamment en plus par des professionnels, sont au moins équivalentes, voire en tout cas tout aussi efficaces que certaines thérapies en présentiel. Par exemple, dans l'obésité, les comportements alimentaires, ça a été montré là qu'il y avait des thérapies qui marchaient tout aussi bien, qu'elles soient à distance ou en méthode auto-soin. Donc, on ne peut pas dire que c'est des mauvaises pistes et que c'est des thérapies qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est quand c'est des thérapies. C'est-à-dire quand c'est bien conduit, pensé par des équipes scientifiques, médicales, établies sur des données basées sur la science et des pratiques cliniques basées sur la science. C'est malheureusement pas la majeure partie des applications. Euh, et je ne veux pas citer de nom, mais dans les applications très à la mode, on oublie parfois qu'il y a des business models derrière qui valent plusieurs milliards. Et donc, je pense qu'il faut être très vigilant à ce qui se passe en effet sur ces applications-là. Côté trouble du comportement alimentaire, écoute, je pense que la majeure partie de mes patients ont des applications pour compter leurs calories ou mesurer leur activité physique et détournent ces applications-là, qui à la base ne sont pas créées pour ça. Donc moi, j'ai peut-être une méfiance un peu plus spontanée à l'égard de ces applications-là. Ce que je sais là aussi, c'est qu'on n'interroge pas assez les patients dessus. C'est-à-dire que là aussi, demander aux patients quelles applications vous utilisez régulièrement, comment vous vivez l'utilisation de cette application, est-ce que c'est utile pour vous, est-ce que c'est générateur d'une anxiété, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vous renforce positivement? Mais ça vaut le coup d'ouvrir et puis d'ouvrir la discussion. Et si les patients ont une utilisation tout à fait adaptée de l'application et que ça les aide et qu'on voit que c'est pas nocif, quelque part, tant mieux. Mais c'est pas toujours le cas. Oui, ça m'amène à une hypothèse. Est-ce que pour les patients vivant aussi bien avec le diabète de type 1 et le diabète de type 2, en fait, un des risques et un des obstacles, ça n'est pas justement la recherche de la perfection, plus que le manque de motivation, avec l'idée que naturellement, qui dit perfection dit souvent, et attente irréaliste dit souvent échec, et que finalement, paradoxalement, c'est parce qu'on veut trop bien faire que finalement on fait mal ou que à un moment donné on arrête de faire parce qu'on a la sensation d'être en échec. On s'épuise et puis quand on parle de ça, ou quand j'en parle en conférence, moi je montre toujours ce vieux papier là qui date d'il y a plus de 50 ans où on dit ceux qui burn out dans le diabète, ceux qui burn out en général, c'est les perfectionnistes. Et donc en effet, plus on est perfectionniste, plus on va s'épuiser à contrôler quelque chose et c'est vraiment intéressant de le rappeler aussi à nos collègues professionnels. Puis tu le sais mieux que moi, Aude, là, on a beau faire tous les jours la même chose,
avec notre diabète, des jours, la glycémie ne va pas répondre de la même façon. Et donc, on essaie de contrôler quelque chose qui, par nature, présente une certaine dose d'incertitude. Et, et donc, ça ne marche pas quand on est perfectionniste. C'est insupportable, c'est une source d'anxiété majeure. Donc, en effet, les patients qui sont perfectionnistes sont plus à risque d'épuisement psychique en lien avec la gestion de leur diabète. Et ce n'est pas une question de motivation, je suis bien d'accord avec toi, mais à nouveau, je le redis, ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de... là, tu parles de perfectionnisme, mais il y en a plein d'autres. Après, il y a des patients qui sont au contraire peut-être avec des difficultés d'accès à la compréhension de ce que c'est qu'une complication et de pourquoi. Donc, il faut travailler à mieux éduquer aussi. C'est vraiment l'intérêt de personnaliser justement nos approches thérapeutiques. Oui, mais il me semble que en fait, ça permettrait de mettre l'accent sur une des choses qui est le moins comprise ou qui peut peut-être le plus porter à confusion, à savoir que un patient qui va mieux n'est pas nécessairement un patient qui se contrôle davantage. Et que paradoxalement, parfois, c'est ce que tu laissais entendre avec ton exemple que j'ai beaucoup aimé de vacances thérapeutiques. Il y a des expériences qu'on ne s'autorise pas à faire tellement on a la sensation que c'est interdit. Manger sans se donner d'insuline ou te donner de l'insuline sans manger. Bon, là, il peut y avoir des risques plus évidents, mais et c'est aussi en lien avec les applications, c'est-à-dire que à la fois, ça donne énormément d'informations, mais en plus de contrôler sa glycémie, on va contrôler ses calories, le nombre de pas qu'on a fait dans la journée. Et très rapidement, si on a le profil psychologique, je suppose, qui se conforme à ce genre et qui répond très fort à ce genre de stimuli, ça peut être catastrophique, non? Alors, l'impact des nouvelles technologies, justement, sur l'épuisement, le comportement alimentaire, je crois que c'est toute une sphère de recherche qui est bien connue par les gens là, autour de ce Zoom-là, et puis toute l'équipe de Rémi, etc. Et puis, il y a vraiment beaucoup de choses encore à comprendre. Mais ça amène la question plus générale pour moi, qui est que des bons résultats glycémiques ne veulent pas dire qu'on est un bon patient, encore moins qu'on est un bon être humain, et encore moins qu'on est bien dans sa peau. Et dans sa tête. C'est comme pas du tout les mêmes questions. Sauf que malheureusement, trop souvent, le critère de jugement, là, c'est tes glycémies sont bonnes, donc tu es tant de pourcents dans la cible, et donc c'est parfait, tu es un bon patient, tu es une belle personne. Et ça, cette équation-là, elle va trop vite. En fait, c'est absolument faux de dire ça. Je peux être parfait dans mes glycémies, dans la cible, et avoir une souffrance psychique effroyable autour de ça. Je peux être avec une variabilité glycémique plus élevée et être très bien dans mon rapport à mon alimentation, à mon corps, et très heureux comme ça. Et puis accepter, et ça c'est là, il y a un enjeu d'ego aussi de la part des médecins, et accepter d'avoir une glycée un peu plus élevée tout en comprenant le risque que ça a pour moi. On est d'accord qu'il faut que ça aille de pair, hein. Je peux accepter de prendre un risque supérieur pour bénéficier d'une qualité de vie différente. Ça, c'est pas à moi d'en juger en tant que médecin. Par contre, c'est à moi de faire attention à mon discours, qui est de bien informer le patient sur quels sont les risques, justement, à être dans une peut-être gestion trop rigide, comme dans une gestion trop souple. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une hémoglobine glyquée est élevée en termes de pronostic? Ça, c'est important de verbaliser ça, mais c'est pas à moi de prendre la décision. Mais à nouveau, je pense que c'est très facile pour moi de le dire en tant que psychiatre. Je suis certain que mes collègues qui sont plus au quotidien face j'allais dire, au CGM des patients, bon, peut-être pas les mêmes inquiétudes, mais je pense qu'il faut arrêter d'infantiliser nos patients. On a tendance un petit peu à faire ça. C'est pas à moi de prendre cette décision-là. Par contre, mon job à moi, c'est d'être très clair dans l'information autour de ça. Oui, ce qui est une manière aussi de responsabiliser les personnes. À nouveau, je le disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de très fainéant, la responsabilité n'est pas de mon côté. Non, mais je dis ça toujours un peu en plaisantant, mais je pense que c'est vraiment important de se rappeler où sont les responsabilités de chacun, ce que c'est qu'une responsabilité partagée. Et puis, très honnêtement, je pense que c'est aussi une manière de prévenir le burn-out chez nos professionnels de santé qui ont souvent un peu ce complexe du super-héros, de résoudre tout le temps et de prendre tout sur leurs épaules. Alors que là aussi, la notion justement de décision partagée, de soins partagés, comme je disais tout à l'heure avec les patients co-chercheurs et pas juste des patients partenaires, c'est de remettre au même niveau les choses pour être dans une démarche beaucoup plus collaborative. Et tu parlais des défis de la transdisciplinarité en tant que chercheur ou quoi que ce soit, c'est ça, c'est mieux collaborer à égal niveau pour mieux avancer. J'ai une phrase qui me vient en tête que j'utilise souvent, moi, c'est l'excellence collective au profit de l'excellence individuelle et pas l'inverse. C'est-à-dire que si on amène le collectif à être
plus performants, terme performance, t'as prendre un guillemets là, vers un meilleur niveau de bien-être, de succès, souvent les gens vont aussi être plus épanouis, plus performants. Et je pense ça notamment dans les institutions de recherche. Je pense qu'on doit cultiver cette excellence collective et non individuelle. Ça, c'est comme un autre champ de bataille. Alors, pour conclure cette entrevue, je vais me permettre peut-être juste des questions très rapides et un peu plus personnelles. Est-ce que tu as eu un ou une mentor, ou est-ce qu'il y a une figure dans le monde de la recherche, ou plus largement dans le monde, qui pour toi est, alors sans verser dans le perfectionnisme, mais tu aimerais mettre tes pieds dans les traces de cette personne? Écoute, des mentors, j'en ai quelque part beaucoup. C'est très prétentieux de dire ça comme ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont accompagné sur des bouts de mon parcours et à qui j'ai des admirations incroyables. Je parlais du docteur Chevret-Méasson, Emmanuel Dys en France. Ici, à Québec, présentement, je suis beaucoup soutenu par Claudia Gagnon, qui est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Tu parles de modèle de réussite en recherche. André Tchernov, pour moi, ici à l'UCPQ, est un vrai modèle de réussite. Écoute, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui prend du temps pour tous ses étudiants, qui est toujours dispo, qui va écouter tous ses chercheurs. Moi, je sais pas comment il fait pour être aussi disponible et humain. Écoute, c'est quand même des gens pour qui j'ai beaucoup de respect. Est-ce que, pour autant, c'est mon modèle de développement à moi? Écoute, je suis peut-être un petit peu trop narcissique pour ça. Moi, j'aime bien me dire que je me crée mon propre modèle au fur et à mesure de ma vie. Mais oui, il y a des gens que j'admire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette admiration-là, je comprends que je ne dois pas être comme eux, mais que par contre, je peux me nourrir de leur accomplissement pour justement avoir des objectifs. Puis, je me rappelle d'André Tchernov qui m'a dit un jour, moi, mon rêve dans ma carrière, c'est de contribuer par petites pierres et de faire avancer l'édifice. Ça, c'est une phrase qui me reste. Et je me suis dit, OK, faut arrêter de viser, genre de publier dans le plus haut impact factor, mais peut-être d'avoir des papiers très vrais, très justes, posés, qui contribuent, peut-être quitte à m'effacer dans l'édifice. Donc, c'est comme des petites phrases comme ça qui m'ont beaucoup marqué chez ces modèles-là. C'est plus des modèles inspirants que des gens à qui je veux ressembler en copier-coller. Et ce qui est beau, c'est que j'en ai plusieurs à plusieurs moments de ma vie, puis j'espère que j'en aurai plein d'autres. Et à destination des étudiants qui se poseraient la question de savoir s'ils sont faits pour la recherche, ce qui est une question légitime, on peut après tout, comme dans n'importe quelle carrière, penser que peut-être on serait bon et puis finalement, à quoi est-ce qu'il faut être attentif et puis qui peut être un signe relativement fiable d'après toi que on est fait pour ce type de carrière-là académique? L'amour de l'argent n'étant pas une réponse. Ses capacités de gestionnaire administratif. En fait, écoute, c'est hyper intéressant parce que je pense que un des enjeux qu'on a justement quand on arrive, c'est de penser qu'il n'y a qu'un seul modèle de chercheur et qu'un seul modèle de carrière en recherche. Je pense qu'au contraire, en fait, il y a vraiment de la place pour tout profil en recherche. C'est incroyable le nombre de métiers qu'il existe en fait au sein de la recherche. Et même, je vais prendre juste l'exemple des chercheurs ou des professeurs comme moi, et puis comme toi, on le sait, mais il y a des professeurs, c'est des gestionnaires, ils savent monter des labos, ils savent gérer de la recrutement, ils sont vraiment bons pour ça, et puis ils vont avoir vraiment cette qualité-là, et puis c'est des profils qui sont un peu différents de chercheurs qui vont être peut-être plus créatifs, plus énergumènes, et tu sais, on a des chercheurs aussi très obsessionnels, tu sais, on le sait, chaque papier va les uns à la suite des autres, et puis ils font 20 ans de carrière comme ça. Puis on a des gens peut-être plus comme moi qui touchent à tout le temps, et puis on se demande ce qu'ils font. Je pense qu'il y a autant de métiers de carrière qu'il y a de personnalité, et je dirais plutôt que de se dire qu'est-ce qui fait de moi un bon chercheur, c'est ne pas s'arrêter au premier obstacle, continuer à essayer de trouver sa place en recherche, parce que ces carrières-là, elles sont nombreuses en fait, et puis on n'a que la vision très académique, alors qu'il existe plein de carrières dans l'industrie, dans la fonction publique. On voit de plus en plus de carrières dans le transfert de connaissances au grand public, l'information. Donc, j'ai envie de dire, il y a vraiment de la place pour tout le monde en recherche. Et si vous sentez que c'est ça qui vous appelle, il faut juste persévérer. Je suis sûr que vous allez trouver une place à un moment donné. Mais par contre, la réalité, c'est qu'il y a du travail en recherche. Faut comme avoir envie de travailler beaucoup. Faut pas dire vraiment le contraire. C'est des carrières qui sont souvent, qui nécessitent beaucoup d'investissement, mais c'est très payant. Ça veut dire on peut être paresseux, mais paresseux contrarié, si je comprends bien. C'est ça. Et écoute, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que très contrarié.
Écoute, moi, je dis souvent, je suis tellement fainéant que je suis efficace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je veux pouvoir aller me reposer, lire mes BD en rentrant chez moi, faire mes Legos, parce que moi, c'est mon loisir qui me vide la tête. Là, oui, je fais des bruits. Et donc, quelque part, il faut que j'ai fini ma journée de travail à temps. Donc, faut que ce Ta soit... dernière réalisation en matière de Lego? Là, j'ai fini le train Harry Potter et puis j'attaque le chemin de traverse présentement. Waouh! Tu as de nombreuses compétences transversales. Mais quand on parlait de l'équilibre, c'est pareil. Moi, j'ai décidé à 40 ans qu'il est temps que j'apprenne à faire du saxophone parce que j'ai toujours rêvé de le faire. Donc, je prends du temps pour ça dans ma semaine. Je pense à nouveau que c'est important de se nourrir de plusieurs intérêts parce que c'est ça qui nous renforce en tant que personne très souvent et qui évite qu'on s'épuise. On parlait de l'épuisement. Il y a le perfectionnisme et puis il y a la réduction de la diversité justement des intérêts qui souvent mène à l'épuisement. Donc, c'est important de se conserver une belle diversité dans sa vie pour être nourri. Oui, puis des professionnels de la santé, je suppose, en santé, sont plus à même que d'autres pour prendre soin de leurs patients, effectivement. Merci infiniment, Sylvain, pour ton temps et puis pour toutes tes réponses. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la santé mentale et le diabète. Aujourd'hui, nous avons exploré l'importance d'une approche intégrative dans le traitement, les défis uniques rencontrés par ceux qui gèrent leur santé mentale et leur diabète simultanément, et l'impact transformateur d'une meilleure compréhension entre patients et professionnels de santé. Nous avons également discuté des méthodes d'autogestion pour la santé mentale qui peuvent offrir des outils précieux pour ceux qui cherchent à gérer leurs conditions de manière plus autonome. Et vous, de votre côté, quelle est votre expérience avec ces approches? Partagez vos pensées et vos histoires dans les commentaires. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver pour de nouvelles discussions enrichissantes le mois prochain. En attendant, abonnez-vous pour rester à jour. Donc, c'est ce qui m'a fait à notre épisode du mois. On espère que cette discussion-là a permis de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire et par courriel pour nous faire part de ce qui vous a le plus marqué, pour nous donner votre avis sur le balado ou, si ça vous intéresse, de participer à une discussion. On vous invite aussi à nous envoyer vos questions qui touchent à la recherche sur la santé du cœur, le métabolisme, le diabète ou l'obésité. On va trouver l'expert ou l'experte qui va être en mesure de mieux vous répondre. On se voit le mois prochain pour le prochain épisode de Santé sans détour.